Bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue dans notre live talk du jeudi midi qui est co-organisé avec Microcity et c'est là où les entreprises romandes partagent leurs expériences face au neuf et puis répondent à vos questions. On a le grand plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous Hervé Sanglard en direct de Neuchâtel. Hervé, bonjour. Bonjour à tous, Alors, bienvenue à la maison. merci. Tu es directeur du DITIS, directeur associé du DITIS, une société active dans le domaine des systèmes d'information IT et vous accompagnez les PME dans leur transformation numérique aussi bien au niveau technologique qu'organisationnel. Alors, au moment de la crise, qu'est-ce que vous avez mis en place au sein du DITIS pour travailler efficacement avec vos 50 collaborateurs et vos clients? Alors, c'était une grande aventure. Je dirais que depuis le 12 mars, on est tous à la maison. On a pris ça très sérieusement. La santé des employés d'abord. Je pense que même si on est 4 associés, on est tombé assez rapidement d'accord là-dessus. On ne s'est même pas posé la question, si je me souviens bien. Évidemment, pour nous, c'était se jeter dans l'inconnu. Mais je dois dire, en tout cas pour ma part, avec une certaine sérénité, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on essaie de mettre en place une organisation agile au sein de l'entreprise, style entreprise libérée, libérante, avec un peu moins d'hierarchie et puis donner de l'autonomie aux collaborateurs. La deuxième raison, c'est qu'on est évidemment privilégié parce qu'on travaille dans ces technologies et qu'on est bien équipé en différentes choses, en différents matériels, en différents logiciels. On y reviendra en détail parce qu'il ne faut pas se leurrer. Pour travailler en télétravail, ça ne s'improvise pas et puis il vaut mieux être prêt le moment venu, mais je pense qu'on l'était. En outre, en troisième point, c'est que nos collaborateurs, en tout cas pour la plupart ou certains, ont l'habitude de télétravailler parce que c'est quelque chose qu'on a totalement libéré depuis plusieurs années. Et en fait, on a aussi l'habitude de collaborer dans le cadre de certains projets internationaux par ce biais-là. Donc, de ce point de vue-là, la plupart des collaborateurs étaient entraînés à ce genre d'exercice. Et puis, bon, bah, bien sûr, après, au niveau du management, on est comme tout petit directeur de PME, c'est qu'on a l'habitude de prendre les risques et de faire front. Le gros problème, c'est un manque de visibilité que je pense que tout le monde partage, une navigation à vue. Mais voilà, ça fait partie du business. Donc, au niveau des affaires, on a trois secteurs d'activité. Si je simplifie, on a le secteur de l'IT, donc tout ce qui est installation d'équipements. On a un secteur de transformation digitale, de développement logiciel, et puis on a un secteur d'ITSM, donc de support, de système de ticketing, de système de service pour de l'IT ou pour d'autres choses, d'ailleurs, pour de grandes institutions ou des États. Donc, ils ont été différemment impactés. Je dirais qu'au début de la crise, l'IT a été fortement impacté parce qu'on s'est trouvé avec des demandes de clients. C'était la panique. Il fallait aller installer des VPN, on en parlera peut-être tout à l'heure, des dispositifs de sécurité, des systèmes de vidéoconférence, et puis aussi des laptops. C'est tout bête, mais les gens qui se sont retrouvés à la maison n'ont pas de laptop. Et le problème, c'est comme ils sont produits plutôt en Chine, il n'y avait plus de laptops sur le marché. Donc, on a dû trouver des solutions pour trouver ces laptops, ce qui aurait pris moins de temps en temps normal, mais là, il fallait vraiment passer pas mal de coups de fil pour pouvoir les trouver, puis dépanner les clients. Évidemment, personne n'a de stock sur ce genre d'équipement. Donc, je dirais que le secteur IT ça a été le rush. Et puis ensuite, au niveau de l'AS, c'est plutôt des projets à moyen terme. Donc, évidemment, soit les projets étaient lancés, puis il s'agissait de les entretenir. Donc, on a été moyennement impacté. Ça nous a donné aussi l'occasion ça nous a insufflé de nouvelles idées, notamment d'adapter nos logiciels pour les RHT qu'on a mis à disposition gratuitement pour ceux que ça intéresse. Je ne fais pas vraiment une pub puisque c'est gratuit, mais vous pouvez aller voir sur notre site internet. Il y a un Time Lead RHT qui vous permet de remplir ces fameux décomptes dont nous reparlerons tout à l'heure pour le SECO. Et puis l'ITSM, c'était un flux continu. Donc, on n'a pas eu besoin en fait, de mettre en place de RHT
pour l'instant, mais on s'y est préparé. On a déjà préparé les demandes. Et puis au niveau des actions qui ont été entreprises, ben, tout de suite on a créé, on l'a pas créé puisque la direction est organisée aussi en task force. Mais on a intensifié les séances, c'est-à-dire qu'on a fixé 2 séances hebdomadaires. Et puis on s'est un petit peu réparti les tâches supplémentaires en fonction des rôles et des affinités de chacun, je dirais. Un des associés, Michel, s'est occupé plutôt de la communication. On y reviendra, c'est important. François s'est occupé plutôt de tout ce qui était légal, les RH. Et puis Thierry et moi, ben, on a essayé de tenir la boutique au niveau de la production, de s'assurer que tout ça pouvait continuer. Bien sûr, on a informé tous les collaborateurs. Ça a été fait assez tôt. C'est important de communiquer et puis de rappeler aussi les règles. Qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait moins faire. On a aussi, enfin personnellement, j'ai aussi remarqué que le pilotage en cas de beau temps d'une entreprise, il n'est pas tout à fait le même qu'en cas de mauvais temps. On est un tout petit peu plus sur les chiffres en cas de mauvais temps qu'on l'est d'habitude, où on travaille un peu plus par intuition. On se dit que les projets roulent et puis que ça va fonctionner. Là, on regarde de près si les heures sont produites, si l'argent rentre à la banque. Et puis, bien sûr, on a aussi repassé en revue tous les projets en cours et contacté tous les clients pour simplement leur expliquer que la vie continue, qu'on peut gérer des projets par télétravail, même si on n'a jamais eu l'habitude, en tout cas dans nos métiers, hein, parce qu'on est aussi privilégié de ce point de vue-là. Et puis qu'il faudrait peut-être, avec quelques petits changements d'habitude, quelques efforts de chacun, on pourrait mener des projets. Et en fait, ça s'est assez bien passé. On a peut-être dû, à l'occasion, former un ou deux clients à installer Zoom, à installer Teams, puis les dépanner. Mais une fois qu'ils étaient équipés, les choses ont assez bien fonctionné. Donc voilà un petit peu pour l'état de la situation de notre petite société. Alors justement, quel rôle elles jouent les technologies pour améliorer le travail à distance et puis surtout les collaborations? Alors, il faut être humble avec ça. Enfin, je pense qu'il faut être honnête aussi. Je pense que, évidemment, enfin, il n'y a pas que moi qui le pense. Il y a déjà eu plein de webinaires à ce sujet-là. Ça devient difficile de dire des choses intelligentes. Mais c'est évidemment pour une catégorie d'entreprises que je classifierais l'entreprise PME de domaine du service avec des relations B2B, c'est un peu plus facile qu'un artisan menuisier. Donc là, c'est clair qu'on va parler plutôt de ces entreprises-là. Il faut aussi spécifier que ça peut ne pas convenir à toutes les fonctions dans une entreprise. Si on a l'expédition, la logistique, on n'est pas à l'administration, et puis on ne peut pas dématérialiser les choses comme cela. Il faut aussi reconnaître qu'il faut des permanences un peu dans les bureaux de temps en temps pour réceptionner des colis, ce genre de choses. Je pense qu'il faut développer des stratégies en plus des outils pour que ça fonctionne. Donc, avant même de parler des outils, je pense qu'il faut faire confiance à ses collaborateurs et puis leur donner de l'autonomie. Parce qu'évidemment, la structure hiérarchique n'est pas très, très bien adaptée en mode de télétravail. Beaucoup augmenter la communication, le reporting, et puis bien sûr mettre en place des outils, si possible les avoir déjà avant que la crise n'arrive, des outils adéquats. Et ensuite, ça suffit pas. Il faut aussi entretenir le moteur, je dirais. Il faut créer des rituels, il faut faire des pauses café, éviter l'isolement. Donc ça, c'est au niveau stratégique, je dirais, qui vont au-delà de l'outil qu'on souhaite mettre en place. Et puis ensuite, il y a des choses purement matérielles au niveau technologique. La première chose, c'est qu'il faut un ordinateur portable, ce qu'on n'a pas forcément tous. Si possible, déjà configuré au système interne, parce que il ne suffit pas de le déballer du carton et puis on a accès aux données comme ça par magie. Donc, il faut vraiment l'intégrer au réseau de l'entreprise. On peut le faire avec des PC privés, mais on se rend compte que c'est un peu plus délicat à cause de la sécurité qu'on souhaite aussi mettre en place.
Et puis, je pense que vous en avez tous fait l'expérience, il faut des connexions Internet qui fonctionnent bien et pas par intermittence. Et j'espère qu'on ne sera pas coupé, sinon j'aurais l'air malin. Mais enfin, ça nous est arrivé aussi. Et là, ben, on est plus ou moins bien équipé, puis on n'a pas trop le choix de l'équipement. Et puis, on a plutôt des budgets de type 100 francs, entre 50 et 100 francs par mois avec téléphonie, télévision, et puis qui offre des bandes passantes non garanties. Donc, ça veut dire qu'il suffit que le quartier, tout le quartier se réveille à la même heure et puis télétravaille, et puis on est limité. Donc, il faut quand même avoir une large bande passante, idéalement côté utilisateur, et puis au côté de l'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi, si possible, avoir augmenter la bande passante ou avoir quelque chose qui tienne la route. Parce qu'on ne peut pas, avec une connexion à 50 francs, à 2 mégabits par seconde, faire télétravailler 50 collaborateurs qui vont charger au mieux des fichiers Word d'un méga et puis au pire des PowerPoint de giga et demi. Donc ça, c'est clair. Donc au niveau de l'accès aux données, c'est d'ailleurs ce qu'on a dû installer pour les clients. Il y a différentes solutions. C'est principalement offrir un moyen sécurisé pour se connecter comme si on était dans l'entreprise, les fameux VPN. Et puis, il faut que ce soit bien dimensionné. On s'est trouvé avec des clients, par exemple, qui avaient bien une connexion VPN, mais qui avaient acheté 2 licences pour 50 personnes, parce qu'en simultané, il y avait toujours 2 commerciaux et pas plus qui se connectaient à l'entreprise. Mieux encore, et ça se fait de plus en plus, c'est d'utiliser des logiciels qui sont dans le cloud ou des données qui sont stockées dans le cloud. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait chez nous depuis plusieurs années. Et des logiciels en mode online, en mode SaaS, comme en bon français, qui sont hébergés sur Internet directement, ce qui souvent offre de meilleures performances plutôt que de passer par un VPN et puis d'accéder à des logiciels en interne. Évidemment, tout ça doit se faire dans un cadre de sécurité. Ça reste la crainte numéro 1 des employeurs. Ça dépend déjà des règles de sécurité qu'on a mis en place au sein de l'entreprise. Et puis, ça, vous l'avez aussi tous constaté avec les fake news et puis ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Il est assez tentant pour les hackers de prendre pour cible ou pour victime des gens qui n'ont pas l'habitude de télétravailler et puis de leur envoyer des emails qui leur demandent de se connecter à tel ou tel site et puis de leur voler leur identifiant, leur login interne à l'entreprise, voire leur demander leur mot de passe VPN. Donc ça, c'est clair qu'il faut l'encadrer. Et puis ensuite, bien sûr, la technologie, elle aide à communiquer. Donc, au-delà du classique téléphone qu'on utilise tous, qu'il soit sur IP ou qu'il soit classique, je pense qu'on a assisté à l'émergence, enfin, des outils de vidéoconférence. On en a tous 4 ou 5 maintenant installés sur son PC, on passe d'un à l'autre au gré des interventions. Et dans ce cadre-là, on constate que ça permet de rationaliser éventuellement les séances, peut-être moins de réunionites, on va dire, mais avec tous les inconvénients aussi, peut-être qu'on en y reviendra, c'est peut-être moins adapté aux discussions sensibles. Ce qui peut avoir des effets bénéfiques ou moins bénéfiques, en sachant que la session elle est enregistrée, on ne dit pas forcément les mêmes choses lors d'une vidéoconférence. Puis surtout, je crois qu'on promet moins de choses. Donc, ça, c'est des choses qui changent un petit peu dans les relations qu'on a au travers d'un outil de télécommunication. Voilà, au niveau je ne sais pas si tu as une question, Delphine. Oui, si on comprend bien, il y a les entreprises qui étaient un peu plus préparées que d'autres, mais la situation qu'on vit actuellement encourage de manière générale les entreprises à se digitaliser. Et puis, je voulais savoir un peu comment elles doivent s'y prendre. Alors là, tu es sur mon terrain. C'est un vaste débat. Je pense que la crise, elle a eu le mérite de nous mettre devant de devoir faire certaines constatations. La première, c'est qu'elle nous a mis en exergue certaines limites des processus actuels qui peuvent être plus ou moins lourds, qui sont souvent assez proportionnels aux tailles des entreprises. Aussi peut-être de donner 2-3 idées, 2-3 opportunités.
Il reste 2-3 limites pratiques quand même. La technologie, ce n'est pas la panacée. Il y a aussi des limites technologiques. Je vois assez régulièrement le fait qu'on doit signer des formulaires, qu'on doit qui commencent en PDF, qui finissent imprimés, qu'on scanne, qu'on rescanne, qui viennent sous forme d'image et qu'on doit se passer si on doit avoir plusieurs signatures sur un document ou pour créer une société, demander un compte en banque. Donc, vous savez qu'il y a des ordonnances qui sont sorties dernièrement pour faire de l'authentification aussi par vidéo faciale. Donc, mais on voit que la technologie n'est pas forcément prête pour couvrir tous les processus internes ou externes de l'entreprise. Je pense qu'on constate aussi avec effroi pas, mais qu'on a quand même un certain retard dans la digitalisation en Suisse. Si on compare à d'autres pays. Ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que le territoire est petit. Donc, on a vite fait de sauter dans sa voiture, un peu moins aux heures de pointe, pour aller de Neuchâtel à Lausanne pour faire une petite séance sympa. Comme le territoire est petit, on peut se permettre ça. Si on doit faire Marseille-Paris, c'est une autre question. Et puis, on a aussi un certain confort en Suisse, je pense, qui nous fait prendre moins de risques technologiques de ce point de vue-là, et le poids des structures décentralisées qui peuvent être un avantage au niveau politique, mais en cas de digitalisation, si je prends le cas de la France qui est très centralisée, c'est une évidence qu'ils mettent en place des services en ligne du fait de la taille du territoire, du fait du nombre de la population, parce qu'il y a un retour sur investissement qui est assez intéressant. Et maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, la digitalisation, c'est quoi? Si je dois le résumer simplement, pour moi, c'est transformer la vie réelle en chiffres et puis appliquer des traitements sur ces chiffres, si possible automatiques, de manière la plus efficiente, la plus confortable. Et puis, comment on doit s'y prendre? Ben, là, je vais citer quelqu'un de célèbre. Il faut s'y prendre aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Parce qu'évidemment, il faut l'accompagner d'un changement. Parce que derrière, il y a des humains qui les utilisent. Il faut qu'ils se sentent à l'aise avec ces technologies. Mais il y a plusieurs façons d'aborder les choses, de mon point de vue. Il y a ce que j'appelle des évolutions et puis il y a ce que j'appelle des changements de paradigme. Je vous donne un exemple. Un changement de paradigme qu'on a tous connu, c'est EasyJet. Ils ont associé la digitalisation au changement de leur business. Le fait de réaliser que ça ne sert à rien d'avoir des avions en vol qui sont à moitié pleins a conduit à ce qu'ils aient un business où ils disent on va calculer un prix moyen sur les places pour faire simple. Et puis les premières places seront à 1 franc, puis les dernières seront à 1000, mais l'avion, il vole plein avec un prix moyen du siège qui est garanti. Et ça les a amenés sur des plateformes de digitalisation où on a pu réserver ses sièges en ligne, payer avec une carte de crédit, etc. Donc là, il y a eu vraiment un changement de paradigme. On peut aussi simplifier des processus grâce aux apports technologiques. On a tous en tête ce qui se fait maintenant avec Spotify, avec Netflix. C'est en fait rendre liquide ou plutôt passer par de la location de services et puis d'offrir un confort d'utilisation, voire des fonctionnalités supplémentaires à ce qu'on connaît dans le monde réel par rapport à un disque vinyle. Si je prends Spotify, on a un peu plus de fonctionnalités. On peut aimer toujours le craquement du vinyle, ça c'est une autre question. Mais d'avoir la discothèque, la discothèque complète de tous les artistes de la planète à un clic, c'est quand même assez bluffant, je trouve, personnellement. De la même manière, si on prend pour revenir à l'aviation, on ne va pas toujours revenir là-dessus parce que c'est pas très durable comme discussion, mais quand on voit les facilités de check-in qu'on a maintenant, on a vraiment amené quelque chose. Mon point de vue, ce qu'il faut absolument éviter, c'est la demi-digitalisation. Je n'ai encore pas trouvé une bonne formule pour ça, mais vous allez comprendre très facilement. Le fait de devoir saisir, par exemple, des documents dans des champs d'un fichier PDF qu'on imprime, qu'on envoie par poste et qu'on ressaisit derrière. Vous avez certainement vu les piles de formulaires qui sont arrivés soit au SECO, soit à l'OFSP. Et prétendre que ça, c'est de la digitalisation parce qu'on a un PDF, à mon avis, on perd sur tous les tableaux.
Donc, il faut essayer d'éviter, ce qu'on fait depuis 1970, de mettre les choses dans des documents et de les stocker après dans des GED et de les scanner et de les stocker. Pour moi, ça, c'est pas, on va pas pouvoir avoir une grande valeur ajoutée avec ça. On doit s'échanger des messages. De temps en temps, le document, il est utile. Hein. Je ne discute pas un contrat. On ne va pas se débarrasser des documents comme ça. Mais ce qu'on doit absolument éviter, c'est des saisies. Je vous donne un autre exemple. Alors, j'apprécie énormément ce qui a été fait au niveau des autorités fiscales de mon canton, qui ont un logiciel qui me permet de remplir ma feuille d'impôt. Mais ça fait quand même à peu près 20 ans qu'on me demande le prénom de mes enfants et puis est-ce qu'ils sont à l'école. Alors, il y a une question de secret fiscal, je suis d'accord. Mais si je suis salarié de l'État et qu'on me demande mon salaire, pour moi, c'est de la demi-digitalisation. Alors, des fois, on est obligé de passer par des passages pour ne pas perdre les gens, en fait. Hein. On va faire Mais de temps en temps, il faut complètement oublier l'histoire. Il faut essayer de partir dans un nouveau paradigme. Et puis, c'est là qu'on peut obtenir vraiment des meilleurs gains. Pour le faire, pour y arriver, je pense qu'il s'agit toujours de mettre le client au centre, essayer d'oublier comment on traite les choses à l'interne. Et ce qui est important, c'est en face, qu'est-ce qui est plus pratique pour les gens. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait ça, ces 28 étapes du processus, qu'on ne peut pas les simplifier en mettant un et ainsi donner un avantage aux plateformes digitales qu'on crée. C'est offrir la meilleure UX possible avec des interfaces qui sont confortables, où on se sent bien. Ça participe au fait qu'on va accepter les logiciels. Et puis surtout, il faut prendre en compte les processus de A à Z. J'ai eu quelques appels en début de la crise des clients qu'on motive depuis plusieurs années à monter un e-shop et puis qui m'ont appelé, j'en ai pas eu 50, mais qui m'ont appelé pour me demander si on ne pouvait pas créer un e-shop en 3 jours. Alors, même à la limite, on aurait pu faire le e-shop, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que derrière, il y a toute la logistique. Un e-shop sans la logistique, je suis sûr que vous avez tous commandé des objets XY chez des distributeurs dont je ne citerai pas le nom, qui ont été complètement débordés du point de vue logistique parce qu'il y a eu des retards dans les livraisons. Hein. Donc, on annule sa commande parce qu'il n'arrive pas là, etc. Donc, c'est contre-productif. Donc, il faut pas oublier ça. Et puis, là, je fais ma pub, mais je pense qu'il faut faire appel à un spécialiste. Alors, les raisons essentielles de cela, mis à part que ça nous augmente notre chiffre d'affaires, je pense que dans un processus de digitalisation, c'est bien d'avoir une vue de l'extérieur. Parce qu'on est tous, nous y compris, on est tous pris dans le jus de ce qu'on fait depuis toujours, puis on a toujours une bonne raison pour expliquer pourquoi on le fait comme ça depuis toujours. Mais quand vous êtes quelqu'un de l'extérieur, en tout cas, quand nous, on doit analyser un processus, on débarque, on apprend le métier, on apprend le métier du client et puis on pose des questions dérangeantes ou des questions stupides, mais qui sont des fois révélatrices de processus qui sont pas forcément bien huilés. Et puis, on amène une expérience aussi. On fait une cinquantaine de projets de digitalisation par année, des petits, des moyens, des gros. Donc, les mauvaises expériences qu'on a faites pour un autre client, on l'amène chez un autre. Enfin, on essaie de le corriger pour un autre. Et puis, on amène un savoir-faire. Ça ne s'improvise pas. Il y a des questions de plus en plus critiques d'assurer la disponibilité des services. Si vous montez une plateforme digitale, elle doit être disponible 24/24, 7/7. Elle doit être, si possible, pas se faire pirater 2 jours après la mise en service. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont importantes. Après, la digitalisation, c'est un moyen. Il faut l'accompagner d'un financement et puis il faut surtout l'accompagner d'un changement des habitudes, ce qui est pas évident. Et puis, il y a aussi des cas où on peut se poser la question de est-ce que ça vaut la peine de digitaliser tel ou tel processus. On arrive après sur des questions pourquoi on le fait. Il faudrait peut-être mieux se poser la question d'ailleurs avant. Et puis ensuite, on se dit ben, on le fait pas. Hervé, on va laisser la place aux questions des participants parce que le temps est passé très très vite. Alors, je vous Volontiers. remercie de prendre la parole et puis si vous voulez vous présenter. Marc Gretilla, donc je travaille au service d'économie du canton. Salut Marc. Salut Hervé. Donc, nous, on a eu un bel exemple de digitalisation aussi à travers les demandes de pré-Covid, c'est-à-dire que cette fois, on a réussi à faire quelque chose à travers une site web. Et puis derrière, on a essayé de minimiser
effectivement les ressaisies, parce qu'au début, on était avec pas mal de ressaisies, puis plus on a avancé dans le processus, plus on a réussi à aller extraire les données qui avaient été remplies. Après, il y a eu une problématique, je ne sais pas si tu l'as déjà eu, mais on a quand même une problématique liée à la qualité des données que les gens mettent en input, parce que mettre sa raison sociale, un raison social de sa société individuelle, eh ben on a eu des tas de variantes et on avait beaucoup de difficultés après de reprendre ce texte-là pour aller vérifier, ne serait-ce que le Liban et puis les données qui sont dans SAP. Oui, effectivement, ça c'est un problème assez classique. Il y a deux moyens, à mon avis, de pallier cela. Le premier, c'est clair qu'il faut éviter de laisser, il faut sortir justement de cette idée du PDF avec des champs texte où on peut mettre ce qu'on veut dedans, puis il faut contraindre les utilisateurs quand on leur demande à mettre une date, à ce qu'ils mettent une date et pas, ouais, ce sera à peu près au mois d'avril. Donc ça nécessite un travail en amont d'analyse qui prend pas mal de temps et qui prend de l'énergie. Et puis la deuxième chose que tu soulèves, c'est l'intégration des données. Typiquement, si on intègre tous les registres de l'État, encore à voir si c'est disponible, mais si je prends l'exemple du registre du commerce, si on imagine dans une société digitale, on n'a pas besoin de redéclarer tout son pédigré chaque fois qu'on se connecte dans un système, avec tous les effets éventuellement pervers de recoupement des données qu'on ne veut pas forcément. Ça, justement, là, on est dans le pourquoi et si ça vaut la peine. Mais je pense que ces choses-là doivent être, d'avoir des services et de les intégrer permet d'obtenir des données de bonne qualité, le facilite. Oui, bon, c'est effectivement ce qu'on a vu, hein, c'est que la protection des données, les fameuses fiches des années 70 ont encore un effet sur notre capacité de se digitaliser, dans le sens où effectivement toutes les bases de données sont séparées. Et puis, il y a des fois un espace de plus dans une autre. Et il y a des fois des choses vraiment stupides qui font qu'on n'arrive pas à les reconsolider facilement et automatiquement. Ouais, absolument. Et c'est très, très particulier typiquement au domaine de la santé, où on voit énormément d'avantages à digitaliser le dossier patient et ce genre de choses. Mais on est aussi réticent à le faire parce on sait aussi ce qui peut arriver. Donc, il y a des choix de société à faire. Je pense qu'on a quand même une certaine marge de progression dans notre pays avant d'arriver à des contraintes butoires de ce type-là où il faudrait effectivement se poser des questions. Mais typiquement, si je prends le cas de la signature électronique, elle a été votée par le Parlement, si je me souviens bien, il y a une dizaine d'années. Quand on voit l'implantation de la signature électronique aujourd'hui, c'est juste une catastrophe. Les gens ne peuvent juste pas l'utiliser parce que c'est mal implanté. Est-ce qu'on a une autre question? Allez-y seulement. Bonjour. 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 Roland Netzel, délégué à la domiciliation du canton de Châtel. Vous avez parlé des aspects techniques, mais aussi beaucoup des aspects de processus, des aspects humains, etc. Pour vous, finalement, la plus grande difficulté dans votre expérience, c'est la plupart du temps quand même les aspects humains, de changement de paradigme, d'habitude ou un mélange des deux, du technique. Si le technique fonctionne, est-ce qu'on peut partir du principe que c'est surtout au niveau du mental des gens qu'il faut faire la différence? Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit c'est 50-50. J'ai évolué dans le sens 80-20. Je pense que le 80, c'est le côté humain. Les difficultés, on les rencontre du côté humain ou logistique ou organisationnel, disons ça comme ça. La technique, aujourd'hui, je ne veux pas dire que vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi si vous avez un budget suffisant, mais il y a peu de limites à l'imagination de ce qu'on peut digitaliser puis mettre en service. Et au niveau humain, justement, c'est quoi les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées? Alors, c'est la résistance au changement, c'est l'information, c'est le pouvoir. Si je l'ai et que je la partage, je perds du pouvoir. C'est le fait, une des grandes difficultés qu'on a, c'est tout ce qui est non dit. Vous allez vers un client, vous faites un cahier des charges, vous lui demandez comment il pense, qu'est-ce qu'il doit mettre dans le système. Puis pour lui, c'est évident qu'il faut faire telle ou telle chose, mais il ne vous le dit pas. Et puis quand on met le logiciel en service, on se rend compte
Alors, on a des parades pour cela, mais on se rend compte qu'en fait, on livre quelque chose qui n'est pas conforme ou qui ne couvre pas vraiment les besoins du client. D'où la technique qui est apparue dans le développement logiciel, qu'on appelle le développement agile, qui fait qu'on ne fait pas un cahier des charges, puis on n'attend pas une année pour livrer le produit sans recontacter le client, mais on lui met régulièrement dans les mains le plus tôt possible pour qu'il puisse infléchir le cours du projet. Puis après, il faut être un bon négociateur pour rester dans le budget. Ça, c'est ce que vous diront pas les informaticiens. Mais quand vous avez négocié un projet à 50 000 francs, c'est clair que le nombre de fonctionnalités ne peut pas être infini. Donc, et si on dit qu'on le met dans les mains régulièrement, ben, ça donne des envies. Ça donne des envies de développer, de faire ce genre de choses. Donc, il faut très bien contrôler et on le fait plus ou moins bien. Ce n'est pas toujours évident. À cause des non-dits aussi, quand on fait un devis, on n'écrit non plus pas tout dans le devis. On n'écrit pas ce qu'on ne fera pas. C'est une erreur d'ailleurs. On doit de temps en temps écrire ce qu'on ne fera pas. Et il faut bien contrôler, en fait, pour qu'un projet soit réussi, il faut que, bien sûr qu'il fonctionne, il faut qu'il soit délivré dans un temps puis dans un budget, hein, c'est le fameux triangle. Et en mode agile, ce qui marche de mon point de vue le mieux, ce qu'on pratique en tout cas chez nous depuis plusieurs années, il faut bien contrôler ces cycles et ces contraintes. Si. Il y a des attentes qui sont parfois irréalistes. On a parfois des clients qui nous disent qu'ils veulent juste un petit moteur de recherche sur le site Internet, un truc qui fait comme Google. Parce que c'est le succès de la technologie, c'est de réussir à amener des trucs hyper complexes. En fait, la difficulté de la digitalisation, elle est là. C'est comment fournir un outil simple d'utilisation qui masque toute cette complexité qui est derrière. Et c'est très difficile de trouver quelque chose de simple pour un problème complexe. C'est des fois pas possible. Donc, il y a le fait qu'on ait des Spotify dans la poche, etc., fait qu'on le client, c'est légitime. Il a des attentes qui sont souvent réalistes. Et puis, il faut remettre, je réponds souvent sous une forme de boutade, écoutez, si vous avez 30 milliards à mettre dans le projet, moi, ça m'intéresse. De Tiffaine Buller, je travaille pour PME Magazine. J'avais une question qui est un peu en marge de la digitalisation, mais très proche finalement du travail à distance. Est-ce que chez Auditis, vous avez réfléchi ou mis en place de manière plus systématique des webinaires pour vos clients? Alors, pas forcément, non. En dehors de ce qui a été fait ce jour pour Alp-ICT, on n'a pas investi là-dedans, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, et notamment dans le cadre de la formation, de pouvoir réaliser aussi ce genre de choses et de le mettre à disposition. Après, c'est clair que ça demande pas mal d'énergie, mais c'est vrai que mon collègue Michel, par contre, intervient régulièrement au travers de webinaires, mais pour ce style d'événement. Mais c'est une chose à laquelle on réfléchit. On dit toujours une image vaut mieux que 1000 mots. Un webinaire vaut peut-être mieux que 50 images. Donc, il y a un potentiel, effectivement. Et je pense que cette crise a révélé cela. Le nombre de gens qui se forment au travers de webinaires, qui prennent du temps. Moi, le premier, hein, ce qu'on n'aurait jamais pris le temps de faire, parce que pris par l'opérationnel, tout d'un coup, on se dit, ouais, mais tiens, finalement, il y a des gens qui investissent là-dedans. Je prends le temps d'aller voir le webinaire XY pour lequel on m'a fait la promotion. Et je pense que là, on aura appris quelque chose, ou si on doit qualifier les 2-3 choses qui restent après cette crise, je pense que c'est un des éléments, avec le fait aussi que les gens ont dû ont été forcés d'apprivoiser la vidéoconférence, de regarder un petit peu ce qui se passe dans ces outils-là. Et voilà. Merci. Merci pour la présentation, c'était très instructif. Moi, c'est une question un peu à la boule de cristal que vous n'avez pas, mais avec l'expérience, vous pensez qu'il y aura des effets durables de ces nouvelles habitudes de travail qu'on a dû prendre dû au confinement et tout ça? Parce que ça va inciter des entreprises à revoir leur mode de fonctionnement et à leur réponse face au télétravail. Alors, c'est une réponse assez difficile, que je trouve difficile à donner. C'est effectivement un peu boule de cristal. Alors, je pense qu'il restera quelque chose. Il restera quelque chose au niveau des humains,
Et puis, il restera des choses au niveau de la technologie. Au niveau des humains, je pense qu'on a réappris des choses. On s'est rappelé que l'espèce humaine était peut-être pas à l'abri de toute catastrophe. Hein, donc là, je ne suis pas trop dans mon rayon, je ne suis pas trop sur mon terrain, mais je pense qu'on a tous ressenti cela à un moment donné, aussi dans ces relations de travail, que le travail, ça crée du lien social. On va peut-être, en tout cas pour un petit moment, plus regarder son patron ou son collègue de la même manière. Maintenant, on va peut-être aussi, moi j'ai été aussi frappé, pas frappé, mais c'est assez rigolo. En temps de beau temps, le privé, il a plutôt tendance à taper sur l'État. Et puis en temps de gros temps, on se rend compte que l'État, surtout bien géré, ça peut aussi avoir des avantages. Donc ce lien entre le privé et l'État, il faut placer le curseur correctement. Et puis du point de vue de la technique, je pense qu'on a appris quelque chose. Mon sentiment, parce que j'ai 3 ados, en fait, là je squatte le bureau de mon grand, ils sont nés avec ces outils technologiques. Mais ils n'allaient pas forcément dans des outils de vidéoconférence ou de collaboration, mais quand même un petit peu plus sensibles. Et je pense que nous, si je peux me mettre dans cette catégorie, les vieux, on aura tendance à retourner dans nos vieux travers, parce que c'est notre modèle de fonctionnement depuis des lustres. Je pense que ça a par contre imprimé des choses chez les jeunes qui vont rester chez les jeunes. Et puis, j'espère, si on veut un petit peu se soucier de la planète, qu'on pourra plus facilement, en tant que client ou en tant que fournisseur, convaincre son partenaire de renoncer à faire 100 km tout seul dans une voiture et engorger les autoroutes. Et puis de se dire, pendant la crise, on a pu fonctionner avec la vidéoconférence. Qu'est-ce qui nous empêche de poursuivre cette expérience? Et ça, je pense que ça risque quand même de rester, d'autant que les outils ont dû se perfectionner pour pouvoir absorber aussi le choc. Donc, il y a eu, j'imagine, pas mal de bugs corrigés dans les 2 derniers mois dans les systèmes de vidéoconférence. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui resteront. Mais voilà, après, les gens n'aiment pas trop changer. Moi, le premier, on retombe assez vite dans ces vieux travers. Merci pour ce partage. Donc, eh bien, merci à tous d'avoir été présents. Merci Hervé pour ton témoignage. Pour information, le replay sera disponible sur la chaîne d'Alpacity. Et on se retrouve jeudi prochain à la même heure avec Samuel Vuedan, qui est CEO de Mecatis, et on sera en direct du Valais. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi et à tout bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, bientôt.